Bonjour, bienvenue dans le cadre de cette séance du 2 avril 2020 relative au cours des marchés publics. Alors, nous sommes toujours dans le cadre du chapitre 3 intitulé « Les procédures de passation des marchés publics ». Nous avons déjà commencé la séance précédente, notre section 1, intitulée l'appel d'offres. Et nous avons vu comment le cadre juridique de 2013 il a apporté des modifications très importantes concernant cette procédure de passation des marchés publics. Et d'ailleurs, qui n'est pas une nouvelle procédure. Nous avons vu que ce cadre juridique il a consacré 3 types d'appels d'offres. L'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres restreint et l'appel d'offres avec présélection. Donc 3 catégories. Logiquement parlant, le fait d'avoir 3 catégories déjà donne une réponse sur le fait que chaque catégorie conserve ses particularités. Pourquoi chaque catégorie conserve ses particularités? Parce que tout simplement, nous avons une diversité des marchés publics qui sont conclus par l'État. Mais ça n'empêche pas de dire, comme nous l'avons vu dans la séance précédente, qu'il y a des points en commun. Alors, à côté des particularités de chaque catégorie, il y a des points en commun entre les 3 catégories d'appels d'offres. Aujourd'hui, nous allons entamer le 3e élément, c'est celui de la publicité. Et là, je vais me référer encore une fois à notre chapitre préliminaire, là où nous avons vu les principes de base sur lesquels repose le décret des marchés publics. Parmi ces principes, nous avons vu celui de la transparence. Alors, nous voyons là à partir de ce petit titre, celui de la publicité, qu'il y a là une grande illustration, une grande consécration de cette transparence dans le cadre des marchés publics. Et d'ailleurs, qui a été toujours une revendication des soumissionnaires, des différents soumissionnaires des marchés publics. On ne va pas dire les titulaires, les soumissionnaires, parce qu'il y a quand même une grande différence entre les soumissionnaires et les titulaires des marchés publics. Alors cette publicité qui constitue une obligation pour tous les appels d'offres, c'est-à-dire que l'administration, elle se trouve dans l'obligation, alors l'administration qui est normalement par le langage des marchés publics appelé le maître d'ouvrage. Alors là, le maître d'ouvrage qui n'est que l'administration, il se trouve dans l'obligation de recourir à la publicité du marché concerné. Cependant, alors, comment se déroule, ou bien quelles sont les modalités qui assurent cette publicité? Alors, on trouve qu'il y a la publication du marché, bien sûr concerné, dans le portail des marchés publics. Il y a aussi la publication dans 2 journaux, dont au moins un en langue arabe, en plus du bulletin officiel. Alors là, nous trouvons que le décret des marchés publics, il a essayé de diversifier les possibilités de publication du marché public. Pourquoi cette diversité de publication, bien de publicité? Pour diffuser largement le marché
aux différents soumissionnaires. À côté de cette obligation qui est consacrée par ce cadre juridique, on a un tout petit retour sur les particularités. Alors là même, comme nous avons vu dans les autres éléments, qu'il y a des points en commun et des points de divergence entre les différentes catégories d'appels d'offres, là on trouve aussi qu'il y a, même dans cet élément de publicité, l'élément particularité. Alors, pour le délai, alors cette particularité, ça touche surtout les délais de publicité. Par exemple, pour l'appel d'offres ouvert, nous trouvons que le délai de publicité est de 21 jours. Bien sûr, ce délai court avant la séance d'ouverture des plis. Cependant, cette disposition, ou bien cette règle générale est assortie d'une exception qui donne la possibilité au maître d'ouvrage, qui écoute toujours l'administration, la possibilité de le prolonger à 40 jours. Alors là, nous trouvons alors toujours, à partir de ces différentes dispositions de ce cadre juridique des marchés publics, qu'il y a quand même un pouvoir plus ou moins discrétionnaire qui est donné à l'administration, je dis plus ou moins, à l'administration, le maître d'ouvrage, de recourir à l'exception. Mais bien sûr, je viens de dire qu'il s'agit plus ou moins un pouvoir, plus ou moins, parce que ce pouvoir, elle est bien sûr soumis à certaines restrictions. Comment? Nous trouvons que ce délai de publicité concerne les marchés de travaux de l'État, ou bien les marchés qui sont conclus par les collectivités territoriales, égale ou supérieure à 63 millions. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, ou bien deuxième possibilité. Si pour les marchés de travaux, on a consacré ce chiffre, alors pour les marchés, ou bien cette estimation, pour les marchés de fourniture et de services de l'État, alors c'est égal ou supérieur à 1 600 000 dirhams. Alors, la somme consacrée pour les services de l'État n'est pas la même qui est consacrée pour les services des collectivités territoriales ou bien les établissements publics, qui reste égal ou supérieur à 8 700 000 dirhams, bien sûr. Alors là, on a une illustration. Toujours comme je vous ai dit dès la première séance. Je vous ai invité à plusieurs reprises à apprécier le pouvoir ou bien cette équation consacrée par le cadre juridique qui a essayé de concilier entre les pouvoirs de l'administration, du maître d'ouvrage, et aussi les droits des concurrents. Alors, il n'y a pas un pouvoir absolu qui est accordé à l'administration, bien qu'elle représente, si on peut dire, la puissance publique. Autre remarque concernant l'appel d'offres restreint. Il y a l'obligation de faire une lettre recommandée pour les concurrents consultés. Parce que nous avons vu pour l'appel d'offres restreint, déjà comme le souligne le terme restreint, ça veut dire que l'administration, le maître d'ouvrage, ne s'adresse qu'à des concurrents, bien sûr, bien déterminés. Alors pour des concurrents consultés par le maître d'ouvrage, mais dans un délai de 15 jours avant la date de la séance, là où il y a l'ouverture des plis. Pour l'appel d'offres avec présélection, on trouve qu'il y a des points en commun qu'on vient de citer. C'est-à-dire, lorsqu'on dit les mêmes conditions, c'est-à-dire des points en commun avec les deux autres catégories. L'appel d'offres ouvert et l'appel d'offres restreint. Cependant, il y a le délai de 15 jours avant la date de réception des dossiers d'admission. Alors, dans le cas précédent, il y a avant la date de la séance d'ouverture des plis. Dans ce
K pour l'appel d'offres avec présélection, c'est avant la date de réception des dossiers d'admission. Et là, il y a quand même une différence. Ce qui fait, dans le cadre de l'étude des particularités ou bien des points en commun entre l'appel d'offres ou bien les trois catégories de l'appel d'offres, il faut faire attention aux délais. Il faut faire attention les délais qui sont consacrés par le texte juridique. Et c'est ça ce qui fait la particularité de chaque catégorie d'appel d'offres. Bien. Nous allons passer maintenant à notre deuxième paragraphe de cette section. Toujours, nous sommes dans le cadre de l'appel d'offres. Dans le cadre de ce paragraphe 2, on va étudier les règles et procédures de l'appel d'offres. Comment le cadre juridique des marchés publics il a encadré les règles qui doivent être respectées par les deux, aussi bien par le maître d'ouvrage que par les soumissionnaires. Alors, on va commencer par le premier élément, c'est celui du lancement de l'appel d'offres. Comme même, lorsqu'on dit le lancement de l'appel d'offres, on est là dans la première étape, qui constitue le processus du marché public. Vous savez, lorsqu'on dit un marché public, ça passe par un processus, ça passe par des étapes. La première étape qui est le lancement de l'appel d'offres, alors là, on a un élément très fondamental. C'est celui de comment, ou bien c'est celui de la détermination des besoins de l'appel d'offres. Je reviens maintenant à la terminologie que nous avons étudiée dans le cadre de l'introduction générale. Et d'ailleurs, vous allez la trouver dans le support de cours. Lorsqu'on dit la détermination des besoins de l'appel d'offres, alors c'est une étape qui est très importante. Pourquoi? Parce que ça constitue le noyau de sens du marché public. C'est là où nous avons étudié l'achat public. L'achat public, la commande publique. Ce sont des besoins qui sont exprimés par l'administration, bien sûr dans le cadre de l'intérêt général, qui vont être assurés par un titulaire du marché. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit un soumissionnaire, j'ai dit un titulaire du marché, ce qui fait la détermination des besoins de l'appel d'offres, c'est une étape très importante et fondamentale. Ça demande la rationalisation des dépenses, ça demande la rationalisation des choix budgétaires pour pouvoir déterminer clairement les besoins. Parce que ces besoins qui vont être satisfaits, qui vont être assurés, et qui vont, ou plutôt le terme, qui vont être réalisés, qui vont être exécutés par le titulaire du marché et vont être payés par la suite. Ce titulaire du marché, il va recevoir un prix et non pas une redevance, un prix auprès du maître d'ouvrage. D'où nous avons mis dans le cadre de l'introduction générale l'accent davantage sur l'achat public, sur la commande publique, et je vous ai dit qu'on va la revoir dans le cadre des procédures de passation de marché public, mais en termes de la détermination des besoins de l'appel d'offres dans le cadre du lancement de cette procédure. Il y a aussi d'autres éléments qui expliquent l'importance de cette détermination des besoins d'appel d'offres. C'est pour éviter, parce que figurez-vous, un marché c'est une dépense, on s'y dit d'accord, hein? Dès les premières séances, ça reste une dépense. Ce qui fait, il faut bien déterminer ses besoins pour éviter ce qu'on appelle les dépenses inutiles. Puisque le marché c'est une dépense, alors il faut très bien choisir, il faut très bien déterminer les besoins, bien sûr par le maître d'ouvrage, pour éviter les dépenses inutiles. Il y a aussi un élément fondamental dans ce lancement de l'appel d'offres, c'est ce qu'on appelle le règlement de consultation.
que nous avons étudié dans le chapitre précédent. Le règlement de consultation qui doit être signé par le maître d'ouvrage. Dans ce règlement de consultation, on a les critères qui concernent le marché. On fixe aussi les pièces qui doivent être fournies par les soumissionnaires et non pas les titulaires. Et surtout, les capacités, les différentes capacités juridiques et financières et techniques qui doivent être présentées par le soumissionnaire. Et bien sûr, par voie de conséquence, les garanties qui doivent être présentées par ce dernier. Parce que c'est sur la base de ces capacités juridiques qu'on va pouvoir déterminer ou bien qu'on va pouvoir choisir le titulaire du marché, parce que le choix par l'administration n'est pas un choix discrétionnaire, c'est un choix qui doit être justifié, qui doit être motivé, qui doit être fait sur la base des capacités présentées par le titulaire du marché. Alors, les critères, bien sûr, dont on vient de parler, alors ils sont fixés conformément à des dossiers, différents dossiers. Nous avons un dossier administratif, nous avons un dossier technique et nous avons aussi troisième catégorie, c'est le dossier additif. Alors, ce sont plusieurs dossiers. Alors, c'est vrai qu'il s'agit d'une offre qui va être présentée par le soumissionnaire, mais au sein de cette offre, il y a plusieurs dossiers administratifs, techniques et additifs qui peuvent être demandés par le maître d'ouvrage et qui vont constituer l'offre présentée par le maître d'ouvrage. Alors là, ça constitue en fait ces documents, ces dossiers qui vont être présentés par le soumissionnaire du marché, ça constitue une garantie qui va être accordée à l'administration, au maître d'ouvrage, pour bien sûr pour choisir le soumissionnaire ou bien le titulaire du marché, pour éviter un cas qui se répond toujours, des marchés qui restent non achevés. On peut avoir plusieurs cas, ou bien on a eu plusieurs cas des chantiers concernant des marchés publics qui n'ont pas été achevés. L'offre financière, et là où je vous ai dit que c'est un élément qui est très très fondamental. Pourquoi? Parce que ça reste un critère fondamental, c'est le seul critère sur lequel on se base concernant l'attribution du marché, sauf le cas des marchés d'études, là où on va opter pour l'offre économiquement avantageuse. Bien, l'élément prix, pourquoi il puise toute cette importance? Pourquoi le cadre juridique, il met autant d'importance, il accorde autant d'importance à cet élément prix? Je reviens tout simplement à la logique de la définition du marché. À part commande publique, achat public, ainsi de suite, j'ai dit que ça reste une dépense. Ce qui fait le prix qui va être payé par l'administration et qui est bien sûr inscrit dans le cadre de la nomenclature budgétaire, il doit accompagner, il doit justifier bien sûr le lancement de ce marché. Alors, nous allons passer maintenant au dépôt des plis. Alors, à titre de rappel, nous sommes toujours dans le cadre du paragraphe qui traite des règles et des procédures de passation de l'appel d'offres. Alors, les soumissionnaires, ils ont plusieurs possibilités. Alors là, c'est aussi une consécration. Alors là, c'est un autre aspect de consécration de la transparence et de la moralisation dans le cadre des marchés publics. Le dépôt des plis, bien sûr, par les soumissionnaires, il peut être fait contre récépissé dans le bureau du maître d'ouvrage. Il y a aussi la possibilité à ce que
soit envoyé par courrier recommandé avec aussi accusé de réception, ou bien il peut être remis au président de la commission séance tenante. Alors là, cette dernière disposition, ça constitue aussi un autre aspect de consécration de la liberté de concurrence qui donne la possibilité aux soumissionnaires de remettre au président de la commission la séance tenante pour donner le maximum possible, de temps aux soumissionnaires de participer à la passation ou bien à la concurrence des marchés publics. Alors, comme le cadre juridique il a consacré, bien sûr, des prérogatives pour l'administration et des garanties, bien sûr, pour les soumissionnaires, il instaure en même temps des obligations. Alors, les concurrents, les soumissionnaires, elles restent engagés 75 jours par les offres. Alors, ces concurrents, bien ces soumissionnaires, lorsqu'ils vont déposer leur pli, alors elles restent engagées 75 jours par les offres qu'ils ont déposées. Alors, avec une possibilité de prorogation par le maître d'ouvrage lorsqu'il y a un accord avec les concurrents. Alors là, on suggère toujours l'accord des concurrents. Toutefois, si jamais le règlement de consultation il suggère le dépôt des échantillons et prospectus concernant le marché, ça dépend de la nature des marchés. Il y a des marchés là où on demande le dépôt des échantillons et des prospectus. Bien sûr, conformément au contenu du règlement de consultation. Bien sûr, chaque marché il conserve sa particularité par rapport au règlement de consultation. Alors là, c'est un autre aspect de dématérialisation des procédures. Cette dématérialisation des procédures tant revendiquée par les soumissionnaires et qui permet bien sûr de simplifier les procédures de passation des marchés publics. Cette dématérialisation des procédures, ça a été, comme je viens de dire, une revendication des soumissionnaires et ça reste en fin de compte aussi un moyen de simplifier les procédures administratives. Bien sûr, et de simplifier le travail de l'administration. Alors, mis à part ce point relatif à ces règles de procédure, ce sont des règles comme des procédures techniques, très techniques. D'ailleurs, c'est la nature de la matière. Alors, il y a aussi des critères qui sont fixés par le décret des marchés publics et qui concernent l'examen et décisions envisageables dans le cadre de l'appel d'offres. Mais bien sûr, cet examen et décision envisageable dans le cadre de l'appel d'offres, alors il y a l'élément fondamental, c'est celui de la constitution de la commission d'appel d'offres. Alors, quels sont les membres constituant la commission d'appel d'offres? Bien sûr, lorsque je dis l'État, l'État c'est au sens large, parce qu'au sein de l'État, nous avons plusieurs personnes morales de droit public. Alors, concernant la constitution de la commission d'appel d'offres, nous avons le cas de l'État. Là, on trouve un représentant du maître d'ouvrage qui est nommé président, et d'ailleurs c'est logique. Nous pouvons trouver aussi d'autres membres, au nombre de 2. Ce sont des représentants toujours du maître d'ouvrage. Et bien sûr, un de ces membres doit appartenir au service concerné par le marché. On peut trouver aussi le représentant du ministère des Finances pour les marchés dont l'estimation est supérieure à 50 millions de dirhams. Alors là, comme vous pouvez noter, nous avons une diversité des représentants des membres constituant la commission station objet du marché.
Nous allons continuer la séance prochaine, Inch'Allah, l'étude de cette procédure d'appel d'offres. Puisqu'il y a le lancement du marché, on peut trouver aussi le résultat de ce marché. C'est ce qu'on va essayer de voir, Inch'Allah, la semaine prochaine.